J'aimerais rappeler, avant de lancer le forum, que nous l'organisons chaque année à l'occasion de la sortie de notre atlas des risques pays à l'usage des exportateurs, qui est un outil très apprécié des exportateurs sur les pratiques de paiement local, en fait, dans 110 pays. Cette année, pour la 10e édition, on a voulu innover, donc on a fait plus gros, plus fort. On a fait gérer les risques d'un pays à l'export, tout simplement. C'est un 2 en 1, c'est-à-dire qu'il y a une partie sur les outils et une deuxième partie sur la manière de les mettre en pratique dans 110 pays. Il est là et il sera diffusé sur l'ensemble du forum à un tarif bien entendu promotionnel. Il fait plus de 320 pages. On ne peut malheureusement pas vous en faire cadeau, même si on apprécie vraiment que vous soyez venus à ce forum. Alors, quelques mots sur les aspects pratiques de cette matinée, avant d'entrer dans le vif. Elle est organisée donc en 4 séquences. On va lancer tout de suite l'ouverture, qui sera axée sur la nouvelle stratégie de soutien au commerce extérieur du gouvernement français. Ensuite, il y aura 3 tables rondes plus techniques, plus thématiques. L'une sur les financements court terme, l'autre sur l'accompagnement à l'export, et enfin sur les nouvelles technologies, celles dont on entend beaucoup parler en ce moment, qu'elles peuvent apporter au commerce international et à ses acteurs. Chaque table ronde atelier sera suivie d'un temps d'échange de 5 à 10 minutes. Je serai absolument intransigeante, il faudra poser des questions, pas faire des discours. Et bien entendu, on peut tweeter sur le forum pendant toute la journée avec le hashtag forum aussi tout accroché en minuscule 2018. Voilà. Enfin, un cocktail networking. Si vous avez tenu jusque-là, il y aura un cocktail networking auquel, bien entendu, tout le monde sera convié. Et ensuite, dans l'après-midi, un certain nombre de rendez-vous B2B préorganisés à l'étage. Donc, plus de 200 ont été pris, ce qui est un très beau résultat pour ce forum. Alors, pourquoi ce thème 200 000 exportateurs en 2022, le défi de la nouvelle stratégie export de la France? Bon, vous connaissez le déficit commercial abyssal, plus de 62 milliards. Et le gouvernement français, cette fois-ci, a voulu réagir en jouant un petit peu sur plusieurs fronts à la fois. Il y a bien entendu le plan global, redressement de la compétitivité des entreprises. Dernier exemple de mesure, c'est la loi Pacte. La relance de l'industrie, c'est toutes les dynamiques qui sont derrière, industrie du futur, French Fab, etc. Et enfin, un troisième front qui nous intéresse aujourd'hui plus particulièrement, c'est la réforme et la mobilisation des moyens publics autour de l'objectif d'accélérer l'internationalisation des TPE, PME, ETI françaises par de la formation, de l'accompagnement et des aides financières. C'est dans ce cadre que l'objectif de quasiment doubler le nombre d'exportateurs français de 125 000 à 200 000 sous le quinquennat a été établi. Le premier à en avoir parlé, c'est Jean-Yves Le Drian, le ministre en charge du commerce extérieur, aux affaires étrangères. Comment? Eh bien, ils ont décidé notamment de rapprocher les opérateurs, Business France et les chambres de commerce, qui doivent créer des guichets uniques d'accompagnement à l'export en France et à l'étranger, des référents uniques. Et une même logique est suivie pour tout ce qui concerne l'arsenal financier, avec BPI France, qui est devenu l'opérateur unique des aides financières de l'État, avec le transfert des garanties qui étaient autrefois gérées par COFAS. Alors, bien entendu, on ne pouvait pas occulter cette actualité brûlante, et c'est pour ça que nous en avons fait un thème de notre session d'ouverture. Mais sans plus tarder, j'appelle à me rejoindre Stéphane Cognac, qui est économiste senior de l'RMS et qui est un rescapé de la ligne 9 du métro. J'appelle ensuite Anne Deleur, et je vous demanderai de passer par l'autre côté, de manière à, voilà. Anne Deleur, qui est PDG d'Arc-en-Ciel, qui sera notre témoin entreprise dans cette table ronde d'ouverture. Pedro Novo, qui est directeur des financements export de BPI France, qui vient de nous rejoindre également, voilà. Et Stéphane Lord, qui est responsable des projets internationaux des ISFER, qui est un acteur mangé. Ah, il est coincé, il est là? Ah, yes. Vous étiez dans la ligne 9 aussi? Oui, complètement. Ok, on va commencer sans tarder par l'exposé introductif que nous a concocté Stéphane sur les grandes tendances des risques pays, mais aussi sur les demandes adressées aux exportateurs français
et sur la perception des PME-PMI françaises, des risques et des freins à l'export. C'est à vous, Stéphane. Bonjour à tous. J'espère que vous êtes mieux que moi parce que j'ai beaucoup suivi pour revenir. Alors, je vais parler dans le micro. Donc je suis là pour vous présenter l'évolution de la situation internationale et ce qu'elle veut dire pour les exportateurs français. Je vais essayer d'ouvrir le mieux possible à la discussion qui va suivre sur la nouvelle stratégie du gouvernement. Donc, le titre, c'est que la fête commence, mais que la fête commence avec 3 petits points. Et les 3 petits points sont peut-être aussi importants que les mots avant les 3 petits points. Alors, dans un premier temps, on est dans une situation où on a une croissance forte et où on a en même temps beaucoup de risques à la baisse qui peuvent laisser penser que la situation n'est pas aussi bonne qu'elle est. Raison pour laquelle on a ce titre. Alors, si on observe la croissance mondiale, vous voyez dans le tableau à gauche qu'on est dans une accélération de la croissance mondiale cette année, mais qui n'est pas symétrique par comparaison à ce qui a pu arriver les années précédentes. En 2017, vous avez une accélération à la fois des États-Unis, de la Chine, du Japon, de la zone euro, donc les 4 principales zones économiques. Cette année, vous avez encore une accélération des États-Unis. Et le président Trump, on peut dire, a fait ce qu'il fallait pour ça, puisqu'il y a eu un plan de relance budgétaire, il y a une déréglementation financière qui vient d'être adoptée, il y a une volonté d'avoir un dollar faible, qui ne fonctionne pas complètement parce qu'on ne peut pas poursuivre plusieurs objectifs avec trop peu de mesures, mais on a une accélération de nouveau aux États-Unis, et la croissance va s'approcher des 3% cette année. Donc, ça fait un moment qu'on n'a pas eu ça, c'est très positif. En parallèle, on a un ralentissement en zone euro, on a perçu quand même très très bien tous au premier semestre, un ralentissement en Chine, avec des mesures restrictives adoptées l'année dernière sur le crédit notamment, qui vont avoir un effet cette année, et puis on a un ralentissement au Japon, avec une croissance très boom-bust, des accélérations, des ralentissements d'année en année. Et des marchés émergents qui sont soumis à ce qui se passe aux États-Unis en termes d'accélération de la croissance, de hausse des taux, de hausse de l'inflation dans un premier temps et de hausse des taux. Donc, si on regarde le commerce international, on a été dans une dynamique encore plus forte que ce qu'on avait anticipé au début, l'année dernière, avec une croissance quasiment de 10% du commerce international. Si on vous avait dit ça il y a un an, vous auriez rigolé, honnêtement. Mais par contre, c'est le pic. Ce que vous observez sur le graphique de droite, c'est que c'est le pic de croissance. Dès cette année, on ralentit. On va se retrouver autour de 7,5% de croissance du commerce international. On continuera à ralentir l'année prochaine avec plus 5,5%. Évidemment, c'est beaucoup plus que ce qu'on a eu entre 2012 et 2016, mais on a un ralentissement du commerce et donc des milliards qu'on peut gagner à l'étranger, notamment au niveau des exportateurs français. On le verra par la suite. Alors, il ne faut pas que j'aille trop vite. Deuxième élément, qu'est-ce qui fait qu'on a un ralentissement dans la plupart des zones, sauf aux États-Unis? Parce que l'Amérique se préoccupe d'elle-même. Donc la terminologie America First, ça veut dire que sur tout un tas d'évolutions, la politique monétaire, la politique américaine, et notamment monétaire, se préoccupe des États-Unis et pas des conséquences sur les autres. C'est une nette différence avec la présidence Obama, où on avait une Fed qui était, avec Janet Yellen, très soucieuse de ce qui se passait à l'international. Désormais, ça s'est terminé, on se soucie des États-Unis. Et ce qui veut dire, on verra après, qu'il y a des conséquences aussi négatives pour d'autres pays. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un creusement de la balance commerciale, dans un premier temps, parce que la croissance accélère. Et ça motive une réaction qui est peut-être pas rationnelle, mais qui est une réaction américaine, c'est du protectionnisme. Un deuxième élément qui est, ce que vous voyez au milieu ici, une très forte dégradation de surplus budgétaire, le genre de dégradation qu'on voit en période de crise. Alors, on n'est pas en période de crise. Donc on peut déjà s'interroger sur l'adéquation de cette politique dans ce type de période. Et deuxièmement, on ne peut que mesurer l'ampleur de ce qui est fait aux États-Unis et voir que ça a nécessairement des effets majeurs. Et puis le troisième élément, le prix du pétrole qui rebondit avec des considérations géopolitiques, c'est le troisième élément, notamment les sanctions américaines sur l'Iran, mais aussi la volonté des États-Unis d'augmenter leur production, peu importe ce qui se passe pour les autres. Là, le domaine concerne ici l'environnement, et peu importe ce qui se passe pour les autres. On l'observe aussi dans la décision OPEP-Russie d'augmenter la production ces derniers temps. Ce qui va avoir une conséquence, c'est normalement, on a atteint le sommet du prix du pétrole et on devrait avoir une baisse par la suite, puisque quand vous augmentez la production, à un moment donné, ça doit finir par faire baisser les prix. Donc l'effet géopolitique dans un premier temps,
conséquence, vous la voyez. Et par la suite, donc baisse de l'offre de l'Iran, potentielle, ce qui fait augmenter les prix. Et par la suite, plutôt une hausse de l'offre. Donc, des tensions qui sont transitoires. Alors, il y a des éléments qui ne changeront pas, qui sont transitoires, et des éléments qui sont structurellement différents. Ce qu'on veut vous montrer ici, ce sont les éléments qui sont structurellement différents. Le premier, c'est la rupture d'une tendance qu'on avait observée depuis 2008 jusqu'à 2016, c'est que l'investissement à l'étranger prenait le pas sur l'export. En dynamique, bien sûr, l'export restait une stratégie privilégiée, mais plus ça allait, plus l'investissement à l'étranger prenait du poids. Tout ça parce qu'on avait beaucoup de protectionnisme du monde entier, pas simplement des États-Unis, et que l'exportation devenait difficile. Il était donc plus facile de s'implanter localement, ce qui était encouragé par des pays comme le Brésil, par exemple, des pays asiatiques aussi, parce que ça localisait la production chez eux, que ça faisait travailler les Brésiliens, les Chinois, etc. Donc cet avantage de l'investissement sur l'export, il n'a pas duré jusqu'en 2016. Ce qu'on voit sur le panel du bas à gauche ici, c'est qu'on a une inversion à partir de 2016, et ça se voit dans la baisse des flux de recherche et développement et des revenus de propriété intellectuelle qui vont avec l'investissement. La R&D soutenant l'investissement et la propriété intellectuelle rémunérant l'investissement avec nous. Donc ces dynamiques-là se sont retournées autant à l'export qu'à l'import. Ce qui veut dire que ce n'est pas simplement français. Si on avait un phénomène simplement français, ce serait juste les exportations qui se retourneraient. On a aussi les importations qui se retournent. Et on a vu que l'année dernière, avec les statistiques de la CNUSED, on avait un retournement global des flux d'investissement. Donc on est dans des nouvelles dynamiques qui sont les conséquences de ce qui est arrivé en termes de politique économique. Premièrement, avec le vote du Brexit, ça a initié une phase de repli. Et cette phase de repli n'a pu que se poursuivre avec ce qui a été annoncé, décidé et promis aux États-Unis. Puisque tout n'est pas en œuvre encore. On a notamment la renégociation du NAFTA qui est en cours et qui n'a pas livré son résultat. Quand on parle du Brexit, le résultat n'a pas été livré complètement non plus, puisqu'on ne sait pas quel sera l'accord qui prévaudra après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, notamment sur les flux d'investissement, sur les tarifs sur les services qui sont majeurs aujourd'hui. On ne peut pas avoir un échange de biens sans un échange de services. Donc si l'échange de services est taxé à 10%, l'échange de biens bat de lait. Donc premier élément. Deuxième élément, l'inflation, que vous avez au milieu. Ça vous explique pourquoi on a un ralentissement très fort de la croissance en France, notamment, puisque vous avez les ménages dont la consommation est complètement atone, complètement stable, et ce n'était pas complètement l'anticipation qu'on avait en début d'année, puisqu'on ne pensait pas qu'on aurait cette accélération à ce point de l'inflation. Et troisième élément, qui touche de façon majeure les pays émergents, une hausse des taux plus prononcée que prévue aux États-Unis, avec probablement cette année 4 hausses de taux de la Fed, alors qu'on en anticipait 3. Ça a l'air d'une nuance, mais pour les marchés financiers, ce n'est pas exactement une nuance. Et les taux à long terme aux États-Unis sont allés au-delà des 3%. Donc ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu des taux aussi hauts. Et donc, ça a des conséquences sur les autres, notamment sur les pays émergents. D'où la terminologie de douleur du dollar, puisque c'est d'autant plus problématique pour un marché émergent quand il s'est endetté en dollars. Et c'est le cas des pays qui ont les dépréciations des devises les plus fortes. Quand vous observez l'Argentine, vous cumulez d'année en année les trois bâtons pour montrer sur 3 ans ce qu'on a eu comme dépréciation. En gros, on a perdu énormément de valeur, si vous ajoutez tout ça. Malgré déjà moins 50% il y a 2 ans, on a encore à peu près moins 20% cette année. Donc ça se cumule, ça va bien au-delà de l'inflation qui prévaut dans ce pays. La Turquie également qui suit, avec une forte dépréciation de la livre turque. Le point commun de ces deux pays, c'est un fort endettement en dollars, avec l'Argentine qui a surtout de la dette publique en dollars, et la Turquie qui a surtout de la dette entreprise en dollars. Mais en tout cas, les deux, quand ils ont une devise qui se déprécie, un taux de change qui se déprécie, sont fortement affectés par un risque de défaut, immédiatement, parce que ça renchérit ce qu'ils ont à rembourser. Donc, premier élément. Deuxième élément, pour voir la vulnérabilité de l'Argentine, et pourquoi nous, par exemple, nous l'avions prévu il y a 3 mois, dans notre mise à jour précédente du scénario économique, vous avez peut-être vu, croisons les déséquilibres. Le déficit public, le déficit extérieur. Pour remarquer que l'Argentine était dans une situation très dégradée. Ça ne voulait pas dire une crise obligatoire, mais si on avait un choc, le choc il est survenu, c'est là aux États-Unis, on avait un risque de crise important. La Turquie est d'ailleurs dans des dynamiques de déséquilibre plus conséquentes encore que l'Argentine du point de vue du déficit extérieur. Et puis vous avez en Asie le facteur de résilience. Il ne faut pas tout négativer.
on est dans une divergence. Elle concerne l'Amérique latine, la Turquie, le Brésil également, que je n'ai pas cité, plus le Mexique, parce qu'on a des élections qui portent une incertitude énorme. Ce n'est pas l'économie qui est un problème pour le Brésil, pour le Mexique en ce moment. Il n'y a pas de raison qu'on ait une crise pour cette raison-là. Par contre, si on a un président qui n'arrive pas à se mettre d'accord avec le président américain et que le NAFTA tombe à l'eau, c'est un problème pour le Mexique. Et le peso sera lourdement attaqué. Pour le Brésil, on a une incertitude encore plus majeure qui est qu'on risque d'avoir un candidat qui aille hors marché. Le candidat mexicain, c'est un candidat, on peut bien sûr se tromper, mais il semble que ce soit un candidat à la Ollanta Humala, si vous connaissez ce personnage. C'était un candidat contestataire au Pérou et qui, une fois élu, s'est mis dans les habits très pro-marché des présidents péruviens. Donc au Mexique, c'est ce qu'on anticipe. Maintenant, l'accueil qui sera réservé à ce président-là par le président Trump, ça, par contre, on ne contrôle pas. Pour finir sur cette première partie, rien ne va plus. Rien ne va plus, faites au jeu. Ça ne veut pas dire que rien ne va plus nulle part. Donc, rien ne va plus, on a un monde qui est inégal. Et c'est ça qui est important. On reste dans une phase où on avait une toute petite reprise des marchés émergents l'année dernière, mais on reste dans une phase où il vaut mieux jouer gros pays. Parce que les gros pays ont des moyens et les utilisent. Et les petits pays subissent les conséquences des politiques des gros. Donc, on a un risque de pays qui est dégradé en Amérique latine, qui est dégradé en Afrique, et puis on a une zone qui s'est insularisée, en quelque sorte, des pressions des autres. C'est l'Asie. L'Asie croît par elle-même aujourd'hui, avec le développement de routes commerciales propres qui n'ont plus rien à faire des intérêts américains, qui se développent et qui vont entrer en fonctionnement très rapidement. Et une partie d'ailleurs est en fonctionnement déjà, ce qu'on appelle la route de la soie. Donc ça, c'est à gauche. Mais même quand on est dans des économies développées, il faut faire attention avec qui on travaille pour ne pas perdre sur une seule contrepartie la totalité de sa stratégie. Si vous regardiez des défaillances en nombre, vous observerez des baisses importantes. Toujours en France, elles baissent de 7% par an depuis 3 ans. C'est encore le cas cette année. Par contre, si vous regardez les grandes défaillances seulement, c'est-à-dire celles des entreprises qui ont 50 millions d'euros de chiffre d'affaires à minima, vous avez des bilans, quand vous les cumulez, de toutes ces défaillances, qui sont plus importants qu'avant. Des tailles de bilans cumulés qui sont plus importants qu'avant. C'est le sens de ce graphique à droite. Et ce n'est pas le cas qu'en France. Regardez l'Allemagne. En 2017, on observe 9,3 milliards d'euros de défaillances concernant des grandes entreprises. Le triple de l'année précédente. On a 2,6% de croissance en Allemagne l'année dernière. Donc il y a un hic, on pourrait se dire. Ce hic, c'est l'accumulation de dettes. Les taux d'intérêt ont été bas, les grandes entreprises en ont largement bénéficié. Elles ont bénéficié de l'assouplissement quantitatif de la Banque Centrale Européenne qui a acheté leurs dettes. Et ça leur a permis de s'endetter davantage. Ça a des conséquences. C'est que même en période de croissance, on a des défauts qui augmentent. Donc attention aux politiques. Alors, pour faire la transition avec la table ronde qui va suivre, et en essayant de ne pas prendre plus que le temps qui m'est imparti, est-ce qu'on est bien parti pour avoir 200 000 exportateurs en 2022 ? Alors, pour répondre à cette question, je vais utiliser plusieurs éléments, dont le baromètre... alors, je vais pas être trop vite quand même. Dont le baromètre export de l'RMS, qui est une enquête qui a été effectuée au premier trimestre 2018 auprès de 800 exportateurs français, de toute zone géographique, de tout secteur, et l'entreprise représentative dans l'échantillon, c'est une PME industrielle. Bien sûr, il n'y a pas que les PME, il n'y a pas que l'industrie à l'intérieur, mais on a en majeure partie ce type d'entreprise. Alors, première chose, vous ne le voyez pas tout en haut, mais je peux vous le lire. On a un titre qui est ici, croissance organique. Alors pourquoi ? Je m'explique. Première question que vous voyez à gauche, est-ce que vous avez envisagé d'augmenter votre chiffre d'affaires à l'export ? Première chose. La réponse est oui. Très massivement. Et beaucoup plus massivement qu'il y a 2 ans. Vous avez les comparaisons ici. Vous pouvez regarder simplement les oui certainement, donc c'est le vert foncé. Si vous y ajoutez le vert clair, c'est les oui probablement. Quelle que soit la façon dont vous regardez les choses, vous avez 4 à 5 points de mieux. Donc, les entreprises vont faire plus à l'export et elles vont essayer de profiter des 20 milliards d'opportunités supplémentaires qu'on a identifiées cette année. On verra juste après vers où ça va aller. Maintenant, quand vous avez une deuxième question qui est avez-vous prévu d'exporter vers des nouveaux pays en 2019, vous n'avez que 39% des entreprises, la barre bleue ici, qui vous disent oui,
Il y a 2 ans, elles étaient 50%. Donc ça veut dire qu'on va essayer de consolider les marchés que nous avons déjà. C'est quand même pas mal, puisqu'on a quand même une bonne proportion de nos exportateurs qui n'exportent qu'une année et qui après arrêtent d'exporter. Donc ça c'est déjà pas mal qui continue. Donc en soi, ça peut être considéré positivement. Maintenant, ça veut dire aussi qu'on va attendre avant d'aller plus loin, d'aller ailleurs, et d'être plus nombreux à y aller. Deuxième élément, donc, je vous disais 20 milliards, précisément c'est 21,5 milliards d'euros qu'il y a à capter cette année. Vers où? Ce que vous voyez à gauche, en priorité vers l'Allemagne. Donc l'inventivité est quand même assez limitée. C'est quand même notre premier partenaire commercial, avec 4 milliards d'euros. L'inventivité, elle vient quand même dans le classement. Elle vient en deuxième position. Mais ce n'est pas une inventivité qui apparaît cette année. La Chine en deuxième position avec plus 2,2 milliards. Il faut savoir qu'en 2017, c'était déjà la Chine en deuxième position dans la croissance des exportations françaises, avec 2,5 milliards. C'était une apparition à ce niveau-là. Et ça veut dire qu'on est dans un changement structurel. On vous indique aussi le chiffre global de l'Asie, qui sera de 6 milliards d'euros de croissance des exportations françaises vers cette zone cette année, ce qui suit à peu près un peu moins de 10 milliards de croissance des exportations l'année dernière. Donc on est dans un changement structurel. L'Asie devient un débouché pour la France. C'est pas qu'un débouché pour l'Allemagne, c'est pas qu'un débouché pour l'Italie. La France aussi a des choses à faire en Asie. Alors on va regarder tout de suite où. Évidemment, vous voyez la suite du classement, mais par souci de gain de temps, on va voir tout de suite où. Vous avez à droite la ventilation des 21,5 milliards par secteur, et vous avez en pourpre l'Asie. Donc vous voyez qu'il y a évidemment des secteurs plus conséquents, plus importants. Pour lire ça, il faut savoir que nous mettons l'aéronautique dans machine à équipement. Donc vous avez de l'aéronautique là-dedans. Vous avez aussi de l'agroalimentaire qui a beaucoup de débouchés en Asie. Vous avez l'électronique, vous avez l'automobile, mais vous avez quand même beaucoup de secteurs pour lesquels cette barre pourpre n'est pas résiduelle. Donc ça veut dire que c'est quelque chose d'assez large, en fait, que c'est une débouchée vers l'Asie. Et in fine, ça se comprend. On va avoir des temps de transport qui vont être divisés par 3, avec la route de la soie, et on a des pays qui s'enrichissent. S'enrichissant, ils atteignent des niveaux de vie proches des nôtres. Nos entreprises deviennent capables de les servir. C'est ça que ça veut dire. Nos entreprises savent servir un niveau de revenu, ça servir le mieux au niveau de revenu qui est le nôtre, puisque leur débouché principal, ça reste la France, l'Union européenne juste derrière. L'Asie est en train de s'enrichir, donc de se rapprocher. Il y a beaucoup de pays qui se rapprochent de plus en plus de notre niveau de vie. Donc pour nos entreprises, elles deviennent capables et très adaptées pour servir cette demande-là. Mais bien sûr, il y a des obstacles. Il y a des éléments d'optimisme, des marchés à capter, mais il ne faut pas non plus faire perdre sa stratégie en se trompant de partenaire. Et les risques sont importants, et les entreprises les perçoivent comme importants. Donc l'un des éléments aussi, c'est de les aider à vivre avec ces risques-là, à s'assurer contre ces risques-là, et à s'informer aussi mieux sur les endroits où les risques existent et sur les endroits sur lesquels les risques sont moins importants, et donc on peut aller davantage. Donc, les questions qui sont posées aussi, ici, quels sont les principaux risques qui existent? Premièrement, le risque d'impayé, de façon assez comparable à ce qui était répondu il y a 2 ans, dans un contexte économique qui était beaucoup moins bon. Donc, ce qui veut dire que le risque d'impayé, qui a changé de nature, qui est maintenant un risque de sévérité, qui est lié à des gros tickets, il est toujours perçu comme très fort par les entreprises pour cette raison-là. Donc, ce n'est pas une vue d'esprit, ce n'est pas simplement un assureur crédit qui essaie de vous vendre son assurance. C'est aussi les entreprises qui perçoivent ce risque-là comme important. Et puis, en deuxième position, on a le risque de change. Bien sûr, au mois de mai, on n'est pas surpris de le voir apparaître avec la livre turque et le peso argentin qui s'effondrent. Il ne faut pas oublier que la question est posée en janvier-février. Les devises émergentes s'apprécient à ce moment-là. Ce n'est pas du tout la situation d'il y a 2 ans. Les entreprises sont toujours très soucieuses du risque de change. À premier chef, le risque euro-dollar. C'est la raison pour laquelle la réponse a été donnée avec cette ampleur-là. Donc, je m'arrête pour les vite, je passe au frein. Vous avez les coûts de transport, logistique et douane. Alors, ce que je vous disais, avec ce que je vous disais sur la route de la soie, c'est pas logique, puisque vous avez un raccourcissement des routes commerciales. Maintenant, avec les sanctions commerciales et la guerre lancinante commerciale États-Unis-Chine, ce que l'on voit, c'est un rallongement des temps de traitement en douane. Donc ça les concerne de façon bilatérale, mais ça peut aussi rejaillir sur d'autres exportateurs, d'autres partenaires, un minimum par porosité.
Donc ce rallongement du red tape, on appelle ça comme ça, c'est un élément important et c'est ce que mettent les entreprises en premier en termes de frein. Et puis en deuxième position, vous avez le manque d'informations. Vous avez des bonnes informations sur vos partenaires en France, c'est une qualité que nous avons. En Allemagne aussi, il y a une information de très bonne qualité. Maintenant, quand vous allez en Chine, vous êtes soumis à l'incertitude, l'information n'est pas du tout la même. Le mode internationalisation, pour enfoncer le coup par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure sur l'export plutôt que l'investissement, c'est exactement ce que nous ont répondu les entreprises. Quand on leur demande comment s'est construit votre développement international, si vous comparez par rapport à il y a 2 ans, l'exportation depuis la France reprend du poids, et de façon majeure. Ouais, elles étaient 64% à répondre à ça il y a 2 ans, 72% aujourd'hui. Donc 8 points de mieux, évidemment, c'est 8 points de moins pour l'autre stratégie, puisque les deux sont à 100. Et donc vous avez un gap entre les deux qui s'accroît, on va du simple au triple entre investissement à l'étranger et exportation depuis la France. Et logiquement, vous avez, quand vous voulez exporter depuis la France, vous investissez en France. Donc c'est une partie, c'est pas la totalité, mais c'est une partie des déterminants de l'augmentation de l'investissement en France à partir d'il y a 2 ans, à peu près, des entreprises. Et puis pour finir, une considération sur le financement qui nous intéresse beaucoup d'entre nous dans la salle, puisque c'est l'activité de beaucoup d'entre nous. Qu'est-ce qu'on utilise de façon prioritaire pour financer le développement international? Déjà, une question de définition. Le développement international, ce n'est pas juste l'exportation. C'est le cycle de vie de votre activité. Donc, même si vous avez une implantation locale, c'est là-dedans. Si vous avez une trésorerie qui bouge, qui se rapatrie, c'est le développement international. Quand vous devez financer des embauches, c'est aussi la même chose. Donc comment vous financez tout ça? Par la trésorerie de façon prépondérante, à 48%. C'était déjà le premier poste, il y a 2 ans, mais il prend 10 points. Donc ça veut dire que les entreprises françaises qui sont les championnes d'Europe de la trésorerie, qui en accumulaient, et nous par exemple nous demandions quand elles se mettraient à l'utiliser, l'utilisent. Donc c'est ça aussi la nouvelle de cette année, c'est que les entreprises prennent plus de risques. Elles observent une stabilité dans la croissance des exportations françaises, puisqu'elles ont cru de 20 milliards l'année dernière. Elles devraient croître de 20 milliards cette année. Et nous anticipons qu'elles croîtront à nouveau de 20 milliards, un peu moins, mais à peu près l'année prochaine. Donc cette stabilité dans la croissance des exports, c'est aussi ce dont on a besoin pour avoir 200 000 exportateurs depuis 2022. Donc c'est une condition préalable, pas suffisante, mais qui est réunie actuellement. Vous avez une ventilation aussi par secteur, mais je passe pour ne pas retirer trop de temps de parole. Merci. Alors, je voudrais m'excuser, je confuse. J'ai oublié un intervenant, Jean-Yves Godard, qui est responsable du développement international de BNP Factor. J'ai oublié, mais il y a Merci, Noureuse. Alors, merci infiniment, c'était vraiment très intéressant. Puis j'ai vu qu'il y a un public extrêmement attentif à ce que vous avez dit. Alors, Anne Deleur, on va peut-être commencer par vous. Alors vous êtes bien placé pour répondre et pour réagir un petit peu la première à ce que vient d'être dit. Vous avez repris Arc-en-Ciel, une marque de produits de beauté, à la barre du tribunal en 2006. Vous l'avez redressée en la repositionnant sur l'export, Afrique, Moyen-Orient, Asie, tout ce qu'il y a de moins risqué au monde d'ailleurs. Et aujourd'hui, vous réalisez un chiffre d'affaires d'environ 7 millions d'euros à 80% à l'export. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce que Stéphane Colliac a dit, surtout dans la dernière partie de son exposé? Bonjour à tous. Tout d'abord, merci pour cet exposé extrêmement riche. Et juste pour bien clarifier, donc en effet, depuis 12 ans, j'ai repris cette marque Arc-en-Ciel. J'ai créé une société de zéro et j'ai juste repris l'actif marque. Et donc, en effet, depuis 12 ans, on est à 80% à l'international. Et pour préciser, donc, on travaille dans le cosmétique, on met sur le marché des produits de maquillage. On vend à des grands magasins et notamment Galeries Lafayette en France. Et à l'international, on travaille avec à peu près 30 distributeurs dans des pays, dans les zones que Christine a mentionnées. Alors oui, je me reconnais tout à fait sur les risques évoqués dans cette présentation. Le premier, moi je l'ai mis de côté, les risques d'impayés, parce que je ne me sentais pas du tout capable d'aller rechercher des fonds dans des pays que vous avez cités, comme l'Algérie, comme le Moyen-Orient, comme la Chine. Donc dès le départ, c'était soit des paiements à l'avance, soit c'était, on travaille avec le Hermès et donc on est garanti à 100% en risque de défaillance de nos distributeurs, de nos clients. C'est une coïncidence, hein. Je ne savais pas que vous étiez incontournable.
Sur le deuxième point, c'est les risques de taux de change. Donc là, ça nous impacte en effet très fortement. Pourquoi? Parce que sur les pays actifs qu'on a développés, qu'on a ouverts depuis 12 ans, notamment le Brésil, on a une perte de possibilité de nos distributeurs d'acheter. Donc clairement, on a un ralentissement, voire une fermeture de certains marchés comme le Brésil qui sont inactifs depuis 3 ans. Et également sur les pays qu'on voulait absolument ouvrir comme l'Afrique du Sud, sur lequel notre marque Arc-en-Ciel a trouvé des distributeurs et le client final est intéressé par l'offre, on ne peut pas y rentrer à cause justement de cette problématique de dévaluation de la monnaie. Donc clairement, ça nous impacte. Le deuxième point qui nous impacte très fortement, et ça a été dit aussi en introduction, c'est les mesures protectionnistes. Nous, on est dans les cosmétiques, donc il y a des réglementations du ministère de la Santé des différents marchés, que ce soit la Chine, l'Arabie Saoudite. On prend entre 2 et 4 ans pour entrer sur des marchés, pour pouvoir mettre en conformité nos produits par rapport aux réglementations locales qui évidemment changent tout le temps. Donc en Chine, on a des systèmes de blacklist qui 6 mois après vont changer. Donc au départ, vous étiez avec des produits qui étaient conformes, et puis 6 mois après, ils ne sont plus conformes. Ça, c'est le gros souci. Donc là, ça nous impacte et ça, on va dire que c'est un manque à gagner de 20 à 30% de chiffre d'affaires chaque année depuis les 5 dernières années. Et ça veut dire qu'on met 4 ans pour entrer dans des marchés importants. Le troisième point, donc je voyais dans les présentations le fait qu'entre les investissements dans les marchés plutôt que l'exportation, donc des évolutions qui sont mentionnées sur cette année, nous, à 2 niveaux. Le premier, c'est qu'en effet, on exporte plus à partir de la France. Et là, je pense que c'est très important de souligner que pour nous, l'Asie est vraiment un relais de croissance en 2018. Et heureusement qu'on a l'Asie pour contrebalancer le Moyen-Orient qui est en net ralentissement. Et c'est vrai que grâce au online, donc là, il faut vraiment voir que nous, petites PME, on est maintenant à 20% sur du online versus, donc c'est toutes les ventes sur Internet en digital, soit en direct avec le consommateur, soit via des plateformes. On prend vraiment le pas aussi sur la distribution traditionnelle. Et ça, c'est possible de France, puisque nous, on envoie tous les jours à 15h via la poste, via Géopost, des colis à des consommateurs chinois. Donc on a les flux traditionnels, en gros, qui vont aller vers un distributeur en local en Chine, mais en parallèle, on exporte de France directement aux consommateurs chinois. Donc nous, moi, je sens vraiment le relais de l'exportation qui prend de l'ampleur de France vers l'international. En revanche, c'est contrebalancé par certains marchés où là, il y a des blocages à l'importation considérables. Pour n'en citer qu'un, l'Algérie, où là, on a des décrets en 48 heures en mai 2017 qui nous impactent. On faisait 1 million d'euros de chiffre d'affaires sur l'Algérie, du jour au lendemain, on nous dit blocage à l'importation. Et ça met 6 mois avant d'obtenir une licence, et puis la Chambre de commerce met 3 mois avant de pouvoir signer les papiers que demandent les autorités algériennes. Donc là, clairement, on a d'une part cette poussée d'exportation de la France, mais en parallèle, on doit penser à pouvoir produire en local sur certains marchés qui bloquent totalement les importations. C'est le cas de l'Algérie, mais il y en a d'autres malheureusement. Donc voilà. Sinon, oui. Pour le coup, ce que vous décrivez, c'est une sacrée aventure et beaucoup de risques. Pour autant, est-ce que l'export n'a pas sauvé Arc-en-Ciel? Alors, sans l'export, il n'y aurait pas d'Arc-en-Ciel, je ne serais pas présente aujourd'hui. Donc, c'est l'export qui nous finance. Aujourd'hui, malheureusement, on n'est pas rentable en France. Et donc, c'est grâce à ces marchés qui sont des relais de croissance comme l'Asie, comme l'Afrique également, qu'on peut croître. Donc, on a une croissance de 15 à 30% chaque année. Et nous, vraiment, notre dynamique, c'est de pouvoir ouvrir plusieurs pays à la fois. Donc, l'année dernière, on a quand même ouvert 6 marchés. La Chine, en l'occurrence, l'Arabie Saoudite, l'Irak, qui est un distributeur qui distribue aussi pour un grand groupe leader en France. Le Vietnam, donc on a une dynamique d'ouverture. Il faut savoir que sur ces marchés, tous ne transformeront pas, et peut-être que dans 2-3 ans, on en perdra 1 ou 2. Donc il faut vraiment ouvrir plusieurs marchés pour diversifier le risque, ça c'est très important. Et donc voilà, il y a plein de potentiel. Aujourd'hui, les marchés qu'on cible, c'est le Pakistan, c'est le Nigeria, c'est l'Angola, des marchés complexes, mais sur lesquels on pense qu'à 2-3 ans, on peut clairement aller chercher des fortes croissances et des marchés à très fort potentiel. On y reviendra. Jean-Yves Dodane, BNP Factor a une forte activité à l'international. Mais j'aimerais vous pouvez vous en dire 2 mots d'ailleurs, pour qu'on situe un petit peu la société. Des sociétés comme Arc-en-Ciel, est-ce que vous aimeriez, vous en voyez souvent, qui viennent chez vous, et est-ce que vous aimeriez en avoir? Parce que les rats, c'est peut-être pas très sexy pour un facteur. Commencer durement avec les rapides. Non, déjà, Arc-en-Ciel, c'est vrai que c'est un exemple, une belle réussite. Bravo, c'est un exemple extrêmement intéressant, mais que je dirais un peu singulier quand même, parce qu'en fait, les PME françaises travaillent d'abord sur l'Europe. C'est ça, lorsqu'elles exportent, bien entendu. Parce qu'évidemment, on parlait de 200 000 exportateurs d'ici quelques années, à la fin du quinquennat, donc on est à 120 000, donc il y a encore du boulot. Et surtout, il faut que ces exportateurs restent, parce qu'effectivement, Stéphane soulignait tout à l'heure, il y a une volatilité en fait des primo-exportateurs qui ne renouvellent pas l'année
l'expérience de l'exportation. Voilà. Mais c'est vrai qu'Arc-en-Ciel, c'est un exemple extrêmement intéressant, puisque vous faites 75-80% de votre chiffre d'affaires à l'export. Donc effectivement, voilà. Non, nous, nos clients, effectivement, eux, sont plutôt sur l'Union européenne. À 80%, en fait, vous me demandez quelques chiffres, de nos engagements au titre du risque acheteur est sur l'Union européenne. Donc la demande est celle-là. Mais vous parliez de l'Asie. On voit plus en plus de demandes sur de la grande export, puisqu'avec le développement de l'open account, le paiement par virement, disons, sécurisé par de l'assurance crédit, ça s'est développé depuis les 40 dernières années extrêmement rapidement. Et donc effectivement, nous on voit maintenant les résultats, c'est qu'il y a des besoins qui sont de financement sur ces pays-là. Mais pour répondre précisément à votre question sur ce que représente l'international chez BP par Innofactor, c'est en créance achetée 19 milliards. C'est 19 milliards sur 55 milliards. C'est quelque chose qui est en croissance, en export, c'est-à-dire oui, bien sûr, ça croît. Effectivement, c'est tous les segments en fait de nos clients, des petites entreprises jusqu'aux grandes entreprises. Par international, je voudrais juste préciser la notion, on entend par export depuis la France, mais également ce qu'on appelle chez nous dans notre jargon le financement des non-résidents, des filiales françaises, des filiales étrangères, de groupes français. Et ça c'est important dans la stratégie export, on en reparlera peut-être tout à l'heure, c'est qu'à partir d'un moment, on a des exportateurs qui souhaitent s'implanter physiquement dans tel ou tel pays. Ça aussi, ça procède en fait d'une stratégie à long terme. Peut-être que vous l'avez d'ailleurs, vous envisagez peut-être de passer en direct, en dire un mot. Comme je le disais, sur des marchés comme l'Algérie où on peut de moins en moins faire passer des produits finis, l'objectif c'est en effet d'étudier les modèles de Finel pour pouvoir très facilement, en 6-18 mois, pouvoir conditionner sur place, puisqu'il y a moins de blocage sur les importations de semi-finis et de composants. Et donc du coup l'idée c'est, pour pouvoir maîtriser la qualité, in fine, avoir les mêmes standards de qualité française et européenne en Algérie, c'est pour en effet viser l'importation locale. Le problème, il faudra pouvoir ensuite transférer vos dinars et les transformer en euros. Ça, c'est pas évident. L'objectif n'est pas forcément de faire de la valeur ajoutée beaucoup en Algérie. Voilà, l'idée c'est de voir aussi après la chaîne de valeur. Ce qui est important aussi, c'est de dire aussi, il y a beaucoup d'exportateurs qui font ce qu'on appelle de l'exportation indirecte, qui travaillent par des distributeurs implantés en France. À partir d'un moment, à un moment donné, elles se disent, mais moi, je veux exporter depuis la France, on parlait de l'Asie par exemple, et c'est vrai que ça c'est une problématique au niveau de la stratégie en fait de l'exportation. D'accord. À partir du moment où on passe en export direct. Stéphane Lord, on fait un petit tour de table. Elisper, c'est d'énormes bases d'informations. Stéphane Colliac qui a aussi fait allusion à cette comparaison avec d'autres pays européens. Est-ce que les PME françaises sont, de votre point de vue, en retard par rapport à leurs homologues européennes en matière d'ouverture à l'international? Qu'est-ce que vous disent vos statistiques dans les bases? Oui. Alors, effectivement, si on revient un petit peu sur les chiffres, ce qu'on peut voir, c'est que en valeur, l'année dernière, les exportations françaises ont représenté 473 milliards d'euros. Il y a les 120 000 entreprises qui sont recensées en tant qu'exportateurs. Si on fait un petit comparatif, et le pays, bien sûr, qu'on utilise toujours pour faire ça, c'est l'Allemagne. La comparaison, donc au niveau d'export, c'est 1 milliard 1000 milliards d'export pour les Allemands et plus de 300 000 sociétés qui exportent. Donc on voit si on compare que là il y a un déficit. Alors est-ce qu'on est en train de comparer la même chose? Oui, parce que si on regarde le parc des entreprises, dans notre base de données on a 9 500 000 sirènes dans la base de données. Comparé à l'Allemagne, c'est à peu près le même parc. La même taille, c'est un petit peu moins d'ailleurs en Allemagne, c'est 8 millions. Donc si on regarde de ce point de vue-là, on pourrait dire qu'il y a un déficit. Bien sûr que dans ces sirènes, votre boulangerie du coin ne va pas exporter, donc il y a un noyau qui a la capacité et l'intérêt d'exercer cette activité. Mais je pense que c'est en partie ça que le gouvernement a regardé quand ils ont commencé à dire il faut peut-être faire quelque chose dans ce domaine. On pense qu'il y a également l'impulsion du fait que le déficit atteint 63 milliards l'année dernière également, et qu'ils veulent combler un peu ce retard.
Il y a quand même de l'espoir et de bonnes choses parce que ce chiffre de nombre d'exportateurs a cru de 10% l'année dernière en France, qui est quand même le double de la moyenne des entreprises dans le reste de l'Europe. Également, donc, il y a quelque chose à regarder, c'est en fait la valeur, parce que là on est en train de parler des PME. Si on regarde les PME français, la valeur dans ces exportations, c'est de l'ordre de 20%. La moyenne... Vous voulez dire du 20% du total des des 473 milliards, exactement, oui, tout à fait. La moyenne en Europe, c'est 44%. Donc là, on voit qu'il y a un déséquilibre quelque part. On pourrait dire que voilà, c'est des entreprises comme Airbus qui tirent les exportations plutôt que les PME. Alors, justement, il y a un autre sujet, c'est ce que peuvent faire parler, ce que peuvent dire vos bases de données, c'est que quand même, l'export mérite d'être monté par les PME, même s'il y a des risques, comme Anne-Delors l'a monté, parce que ça les rend quand même beaucoup plus... vous avez fait des comparaisons entre les PME qui exportent et celles qui n'exportent pas, et c'est passé par leur point. Ah oui, bien sûr. Alors après, on va parler de tout ce que peut comporter comme risque l'exportation. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, et peut-être que c'est là où il faut mettre l'accent, c'est qu'il y a des opportunités. Et ce qu'on remarque, nous, au niveau de la situation des sociétés françaises qui exportent, c'est que financièrement, donc, elles sont plus robustes à cause de la diversification, des opportunités. Il y a plus de croissance pour ces entreprises-là. Et quelque chose qui est intéressant, c'est qu'en général, elles sont beaucoup plus innovantes. Parce qu'elles sont confrontées à un nouveau marché, il faut réfléchir à comment on va faire quelque chose, comment on va construire, comment est-ce qu'on va fabriquer, etc. Et donc, quelque part, il y a beaucoup de bénéfices, non seulement pour l'entreprise en question, mais également pour l'économie française dans son ensemble. D'accord. Alors, Pedro, il faut que vous trouviez 70 000 Anne-Delors supplémentaires, c'est quand même pas facile. Hein. Donc, vous représentez ici les grands opérateurs publics qui se sont musclés, qui sont beaucoup plus efficaces qu'avant. C'est le challenge, 70 000 exports. On vient d'évoquer les freins qui sont à relativiser, mais il n'y a tout pas un problème de frein psychologique quand même, auquel vous devez vous attaquer, vous, opérateurs publics. Il n'y a pas un frein psychologique à l'export en France? Oui, alors en réaction et pour répondre à la question, si on pouvait cloner Anne-Delors, on le ferait bien volontiers, mais on y travaille d'une certaine façon, on en parlera après, pour reproduire ce succès et le modèle que nous avons d'ailleurs vécu ensemble. L'histoire le dira sans doute tout à l'heure. Au fond, oui, il y a plusieurs choses qui m'ont marqué dans ce qui a été dit, d'abord par la table ronde, ce qui a été présenté par Stéphane, une fois brillant comme d'habitude, malgré la ligne du métro qui l'a sans doute perturbé comme tout le monde, mais qu'il a pu retrouver ses esprits et nous on a pu démarrer en pleine capacité de nos besoins. Pour le coup, pour revenir là-dessus, deux choses. Premièrement, on voit bien que le financement c'est plus sujet. En tout cas, c'est un sujet minoritaire, de 4%. Donc c'est plus un sujet. Et c'est une réalité. On a beaucoup entendu, on n'a pas les moyens, c'est difficile, on n'a pas les aides, on n'a pas... Non, c'est plus le sujet. On a beaucoup voyagé, rencontré beaucoup de nos compétiteurs dans le monde, à qui on est allé, surtout les meilleurs, on dit que c'est des champions de l'export. Les Italiens, les Canadiens, non. Puis alors on a demandé, mais c'est quoi votre secret? Il y a eu un miracle italien, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Et les Italiens nous disaient, vous savez, nous, franchement, les Lombards, partout, hein, mais franchement, moins on demande à l'État, mieux on se porte. Et de toute façon, c'était soit l'international, soit la mort. Beaucoup sont morts, ceux qui ont survécu sont les champions. Voilà, la recette, elle est assez claire, elle est un peu violente, mais c'est ce à quoi nous hâtons de travailler pour les prochaines années qui viennent, parce que les 70 000 qui viennent, on parlait de culture, nous avons à déconstruire toutes ces théoriciens et analystes de l'impuissance depuis des années, de dire on n'y arrivera pas, c'est dur, on n'est pas fait pour. On a mis 30 ans à déconstruire l'industrie française, à travailler cette culture de l'impuissance, comme je la cite. On ne mettra pas 1 an à la reconstruire, on y met beaucoup d'énergie, mais effectivement, il y a un travail collectif, collaboratif, un écosystème à fédérer, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui, comme jamais nous l'avons vécu sans doute depuis une vingtaine d'années, des époques de la VFCE sans doute, début des années 80, 90, un élan à l'époque qui était beaucoup plus marqué à l'international et plus fédéré sans doute, on y revient.
Donc c'est la bonne nouvelle. Et effectivement, on a à travailler sur ce mindset, sur cet aspect culturel, sur cet aspect du mode pourquoi pas finalement. Hein. D'abord, c'est même pas la question du pourquoi pas. Honnêtement, on est entre nous. Est-ce qu'on a vraiment le choix? Est-ce que c'est une question? Est-ce que la question, c'est vraiment est-ce qu'il faut aller à l'international? Si je pose dans la salle, qui n'a pas envie d'aller à l'export? Bon, alors on est entre initiés. Mais honnêtement, sur les risques, hein. Bon, mais honnêtement, des risques, il y en a, on l'a dit. Et franchement, vous en avez autant, restez à la maison. Hein. Et honnêtement, si vous ne vous projetez pas à l'international, si vous ne diversifiez pas vos activités dans les conditions qu'on va expliquer et explorer toute la matinée, vous vous mettez plus en risque parce que vous n'innovez pas, parce que vous ne vous confrontez pas aux challengers mondiaux, parce que vous n'allez pas jouer la Champions League avec les meilleurs, que parce que vous n'allez pas vous préparer à attirer des talents, à fédérer les jeunes qui rentrent dans les entreprises, à les garder avec vous. Quand vous êtes une PME en région et que vous n'avez ni des sujets d'innovation, ni des sujets internationaux, comment vous recrutez? Qui? Donc, c'est des sujets qui sont aujourd'hui, pour des jeunes qui sortent de l'école, essentiels, qui sont en recherche de sens sur ce qu'ils veulent faire, comment ils vont s'impliquer dans la société, et ces deux briques de culture internationale sont essentielles. Donc, on a un mouvement majeur de transformation de ces entreprises, ça va nous prendre plusieurs années, on ne le fera pas tout seul, c'est un mouvement collectif, on emmène tout le monde, cette action prend aujourd'hui sur l'accompagnement qui est essentiel. C'est d'ailleurs le sujet de fond, parce que sur les financements, c'est à peu près réglé. On va bricoler encore 2-3 choses pour que ça soit propre à nos valeurs que vous connaissez, de simplicité, de proximité. On veut être plus rapide dans les décisions, on veut simplifier les process d'accès aux différents outils publics de garantie, de financement, et c'était bien le fond de l'idée du transfert des garanties publiques, de les coller plus près du terrain et des collaborateurs chez nous pour être au plus près des entrepreneurs, et au fond, vous l'avez dit, faire de l'export, pas par accident, mais parce qu'on écrit une vraie stratégie à laquelle on se tient, avec un point GPS précis, à 3 ou 4 ans. Parce que ça tanguera. Parce que la question c'est, est-ce que ça va tanguer? Oui. Est-ce qu'on va se planter dans des pays? Oui. Est-ce qu'on va perdre de l'argent? Oui. Le but c'est d'en gagner plus que d'en perdre, et d'avoir une diversification des risques, et une mitigation des risques, comme on dit dans un barbarisme inapproprié, qui soit relativement résilient, pour être prêt à affronter la crise qui viendra dans les 2 à 3 ans qui viennent. Un petit point quand même, la mise en œuvre des guichets uniques, concrètement dans les rapprochements entre les chambres de commerce, Business France, etc. On sait que la BPI, vous êtes opérateur unique, à la limite, c'est assez simple à gérer maintenant, tout est en place. Vous n'avez plus qu'à développer, hein, et conquérir. Mais les réformes des guichets uniques de l'accompagnement, comment ça se... Si vous avez dit l'efficacité, on la jouera. L'efficacité, on y met beaucoup d'énergie, ça c'est clair. On communique un peu. Bon. On essaie de montrer que c'est possible de faire autrement, et on essaie effectivement de propulser toute cette gamme d'outils de financement dans les entreprises. Mais ça ne suffit pas. Et cette brique, comme on vient de la citer, devra être le résultat, devra irriguer les solutions qui ont été mises en place par les dispositifs amont ou aval plus tard, mais surtout amont, c'est-à-dire d'aller par granularité taper à la porte des entreprises avec nos hussards sur le terrain. Je dis les nôtres, en fait, c'est les hussards français qui sont aujourd'hui dans les cohortes en train de constituer dans les fusions CCI Business France. Alors, c'est pas une fusion, j'ai envie de dire, c'est une armée d'à peu près 300 personnes qui est en train de se mettre en place, qui sera opérationnelle dans les prochains mois, avec la volonté d'avoir un CRM commun de partage d'informations, avec la volonté d'avoir une coordination, des discours, des outils, des moyens, et d'aller chercher ces 80 000 de plus qui sont souvent des petits exportateurs. Il faut jouer aussi avec cette génération d'entrepreneurs qu'on prépare aux 20 prochaines années, qui vont démarrer petit à petit, c'est la théorie des petits pas. Certains vont scaler très vite en allant dans des marchés matures, aux États-Unis, en Europe, ou en Asie, en Chine, sur le e-commerce. Ils vont commencer par le e-commerce. C'est aujourd'hui, quand vous êtes une PME ou une TPE, vous avez tellement d'outils sur les marketplaces que franchement, c'est tout aussi simple que de vendre en France. C'est comme Airbnb, on vous apprend à prendre la bonne photo, à mettre... Vous avez tous les services de douane, de taxes, d'avocats, qui sont quasiment proposés par des marketplaces en push, pour vous dire, si vous venez en Chine, attention, ici, telle couleur n'est pas utilisée, celle-ci est mieux utilisée, on vous recommande de prendre la photo comme ça, on vous recommande le pricing à tel prix, donc c'est accessible. C'est aussi cette génération-là qu'on va aller chercher pour leur permettre de toucher du doigt la première réalité de l'international. Donc la fusion, elle est en cours. Les opérations seront prêtes dès la rentrée de septembre, avec un management coordonné entre les CCI et Business France. Et puis il y a ensuite, à l'international, à écrire aussi cette histoire avec des arbitrages. La réalité, et je terminerai là-dessus, c'est notre conviction
C'est l'export se gagnera, on le répète souvent, dans les régions, sur le terrain en France, dans ce travail de préparation amont, avant d'être propulsé à la conquête du monde. Donc c'est ce travail qui va être opéré par les chambres et Business France. Anne Delors, ça vous parle, ce qui vient d'être dit? J'aimerais bien votre première réaction. Ensuite, Stéphane Locke, parce que tout à l'heure, vous vouliez réagir à propos de... Non à 100%, c'est-à-dire que Pedro Novo et BPI France, déjà, le point clé, c'est les financements. C'est plus un sujet, mais ça l'était. Il faut renforcer les fonds propres. C'est ce que moi j'ai fait en premier pour aller chercher déjà du financement bancaire. On va aller étape par étape. À 3, 5, 7 ans, puisqu'on a dit que les marchés export complexes, ils s'ouvrent en 4 ans. Donc il faut vraiment être sur du long terme. C'est pour moi primordial. Après, sur le point clé que tu as cité, Pedro, sur le fait d'avoir justement cette présence en région et ce guichet unique. Et moi, j'ai bénéficié, comme on était très présent à l'international, d'un chargé d'affaires international chez Business France. Il connaît toute ma stratégie à 2, à 4 et 5 ans. On construit ensemble. On a les 120 bureaux dans tout le monde entier qui me permettent de me sécuriser. Parfois, j'identifie des distributeurs. Aujourd'hui, je ne signe plus un contrat sans avoir un retour d'expérience du réseau de Français. Voilà, donc c'est très très important de pouvoir s'appuyer sur cette aide. Et c'est vrai que d'aller une fois en Corée ou en Afrique du Sud, les gens changent. Il faut avoir en France une personne dédiée qui connaît parfaitement l'entrepreneur, l'entreprise, sa stratégie, qui évolue. Et comme c'est mouvant, le plus c'est mouvant, le plus il faut avoir quelque chose de solide et quelqu'un qui nous accompagne dans la durée. Et donc ça, on a des personnes d'un excellent niveau. La personne que j'ai actuellement en charge d'affaires internationales, elle était à Taïwan, elle a tout un réseau en Asie, 2 gens de Business France qui étaient en Afrique et autres, et donc du coup, elle a un réseau mondial. Donc ça, c'est très précieux. Après, sur les points d'accompagnement financier, juste 2 petits points. La facturage aujourd'hui, il y a des réponses qui sont complémentaires entre des facteurs, on va dire, que les entreprises connaissent dans les banques, chez ABN AMRO par exemple, et maintenant il y a BPI qui est un outil de la facturage, je veux juste le mentionner, parce que moi sur certains marchés, on a des marchés sur arc-en-ciel un peu complexes, un peu atypiques, et donc parfois les garanties de l'air vont s'arrêter de manière naturelle, par exemple en Afrique, BPI prend le relais sur certains marchés, et on arrive à facturer des créances, et donc ça nous coûte de la trésorerie en plus, ça c'est très important. Deuxième chose importante sur les financements, il y a toute une batterie de financement, mais tout ce qui est COFAS, le financement avance-export, c'est important de noter qu'on a le droit d'ouvrir plusieurs financements avance-export. Nous, on en a ouvert un sur la Chine, 500 000 € finalement qui a été monté. BPI nous a accompagnés à 580 000 parce qu'on avait plus de frais prévus. Mais derrière, on a réussi à en ouvrir un. La 3e année du Chine, on a ouvert un Pakistan, Nigeria. Donc c'est important de pouvoir les cumuler parce qu'on a des besoins qui se cumulent. Donc ça, c'est vraiment précieux. Après, sur le reste, quand on parle d'exportation à partir de la France, quand on parle de plateforme, quand on parle de difficultés pour alimenter des filiales, il faut aussi revoir toute la stratégie d'entreprise. Et aujourd'hui, moi, je bénéficie du conseil de BPI France, donc dans tout ce qui est accélérateur PME. Et aujourd'hui, si on veut vendre avec Amazon dans le monde entier sur des plateformes, il faut des systèmes d'information, de la logistique, des profils seniors. Et c'est en ça qu'aujourd'hui, on a besoin d'expertise, on a besoin d'être accompagné dans toutes les problématiques extrêmement complexes dans chaque marché. Donc voilà, moi, je bénéficie de cet accompagnement qui, pour nous, est extrêmement précieux et ça nous donne un filet de sécurité en toutes circonstances. Oui, je voulais réagir par rapport effectivement à la facturage, puis aussi à cette question de guichet unique. Alors évidemment, on est tous partisans d'avoir de la simplification effectivement dans les rouages d'information et de formation des entrepreneurs sur l'export. Côté BNP Paribas, nous on a ce souci de simplification aussi des rouages d'information, puisque nous-mêmes nous intégrons dans les centres d'affaires un service qui s'appelle BNP Trade Développement, qui s'occupe en fait de mission export, de l'environnement, de faire connaître, disons, aux entrepreneurs, aux directeurs financiers, directeurs export, la réalité locale. On parlait là tout à l'heure de l'Asie par exemple, l'environnement juridique. Comment on fait pour détecter des distributeurs, etc., etc. Participer à des salons, à des foires, etc. Disons, en mettre en œuvre une stratégie. Côté financement, ce qui est important, c'est qu'effectivement, dans le cadre de la stratégie et de la préparation, je dirais, c'est d'intégrer toute la chaîne en fait de l'exportation. Depuis effectivement la prospection des marchés, la détection des marchés, jusqu'au débouclement de la facture, jusqu'à son financement de la facture. Donc ça, c'est très important d'être bien placé en amont par rapport à ça, parce qu'on voit nombre de PME qui se cassent un peu la figure, si vous me passez cette expression-là, parce qu'elles n'ont pas eu suffisamment de préparation, elles ont exploité à un moment donné une opportunité et cette opportunité n'a pas été suivie, effectivement, n'a pas été pérenne. Donc ça, c'est très important. S'agissant de la facturage en tant que tel, je voudrais dire, là j'ai cité 19 milliards, il faut bien savoir qu'en fait, nos engagements, comme je vous l'ai dit tout
tout à l'heure, c'est d'abord sur l'Europe. Et donc l'exportation sur ces pays-là, c'est devenu tellement ordinaire, si je puis dire, que c'est même intégré dans des solutions domestiques. C'est ça qu'il faut voir. Donc en fait, c'est d'abord ça. Juste pour vous citer un chiffre, l'affacturage international dans la communauté des facteurs, c'est 76 milliards. L'export, c'est 20 milliards au niveau de l'ensemble des facteurs français. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Et cette partie de l'export de l'affacturage progresse plus vite que l'affacturage domestique. C'est ça qu'il faut voir. Ensuite, sur la grande export, oui, on a des solutions. Souvent, nous sommes baqués, adossés à des cotisations assurances de type Hermès, comme vous. Et donc, on est délégataire, c'est tout simple. On va profiter quelque part de l'expertise de l'assureur crédit. Donc, on va avoir en fait les agréments en temps réel, puisqu'on développe des outils informatiques qui nous permettent de télécharger vos agréments si vous êtes assuré crédit. Et ensuite, on va profiter également du recouvrement, ce qui nous permet, pour BNP Paribas Factor en tous les cas, de financer une centaine de pays, par exemple. Et il n'y a pas très longtemps, nous avons financé une entreprise, une ETI, sur 150 pays. Donc en fait, l'affacturage a appris à traiter la masse, ça c'est fait, et là, on fait dans la dentelle. Donc 150 pays, ce n'est pas l'Union européenne, c'est surtout hors Union européenne. Donc effectivement, on peut aller très très loin. On y reviendra dans la table ronde consacrée spécifiquement au financement. Stéphane Lord, les guichets uniques, vous pensez que c'est une bonne idée pour accompagner les PME à l'export? Oui, complètement. On a vu justement un petit peu ce qui se fait en Allemagne, qui s'est structuré autrement depuis longtemps sur ce sujet-là. Et donc tout ce qu'on peut faire pour aider les sociétés françaises à savoir où trouver l'information, avoir l'accompagnement, mettre tous les acteurs dans le même sens, ça ne peut que faire du bien. Alors après, pour être honnête, il faut juste éviter que ça ne devienne pas trop étatique, compliqué, etc. Mais je pense que tout à fait on va dans la bonne direction. Mais juste pour revenir sur 2-3 points qui ont été dit tout à l'heure, il y a quelque chose, il y a la partie de la mentalité. Alors, j'ose espérer que si je disais qu'on allait continuer la conversation en anglais, que dans l'assistance, ça ne poserait pas de problème. Parce que, justement, il y a des freins en France qui sont peut-être réels ou perçus, en ce sens-là, où on dit, on doit exporter, c'est compliqué, je n'ose pas, je ne parle pas anglais ou d'autres langues, etc. Quelque part, on ne devrait même pas parler d'export quand il s'agit de l'Europe. On ne devrait pas. On le fait, et je comprends pourquoi, mais on ne devrait pas. En quoi, en plus, une société qui est basée à Lille, exporter à une société allemande, pourquoi c'est plus risqué de le faire avec une société à Marseille? Il n'y a pas de raison quelque part derrière, sauf à regarder l'entreprise en question, une par une. C'est juste parce qu'on se met des barrières en disant je ne connais pas, comment est-ce qu'elle marche, etc., etc. Mais il y a toute une panoplie de choses qu'on peut faire pour maîtriser ce risque-là. Il y a quelque chose aussi, juste pour revenir sur cette question d'innovation, quelque chose qui est assez marrant, c'est que si, en fait, on n'innove pas et on reste dans son pays, dans son coin, etc., cette société chinoise, allemande, qui a fait le nécessaire, vous allez retrouver chez vous très bientôt. Donc si vous ne faites rien, de toute façon, vous êtes perdu. Stéphane, vous voulez réagir? Oui. Donc, pour avoir une stratégie gagnante, je pense que quand on se compare aux autres pays, il faut observer que, notamment avec l'Allemagne, on a une différence majeure en termes de système de financement, et pas simplement du système de financement des exports. On a une différence majeure en termes de système de financement de l'économie dans son entier. Donc vous regardez les caisses d'épargne allemandes, elles sont là pour canaliser l'épargne des ménages, qui est très forte, et l'Allemagne a un excédent extérieur très conséquent. Elle a les moyens de financer sa stratégie, déjà, dans un premier temps. Alors que les entreprises françaises, ces dernières années, ont plutôt accumulé de la dette, ce qui quand même enlève les moyens de toute partie des entreprises. Et ce système de caisse d'épargne qui finance l'économie, ce n'est pas quelque chose qu'on a en France à la même hauteur, c'est pas quelque chose qui va apparaître avec les réformes en cours. Donc sur handicap, il existe, il s'agit de vivre avec, et bien sûr que les nouvelles solutions qui vont être apportées pour financer l'export vont aider. Mais on ne va pas devenir l'Allemagne d'un seul coup. Et la façon dont ils canalisent leur épargne, c'est qu'ils ont des caisses d'épargne très locales, ensuite des caisses d'épargne régionales. Et ces caisses d'épargne régionales les aident à aller à l'international. C'est une solution privée en quelque sorte. Cette solution privée en financement, on ne l'a pas à la même hauteur, en tout cas du point de vue des caisses d'épargne. Donc
ce handicap-là, il persistera. On ne va pas rattraper l'Allemagne. Qu'on est plus exportateur, c'est une chose, et on travaille tous à ça, en fait, ici, mais il ne faut pas se verser d'illusions non plus. Donc même si on n'atteint pas les 200 000 exportateurs, si on a une croissance, d'ici à 2022, on sera déjà tout content. Pedro, un dernier mot, et peut-être un petit mot, vous y avez fait allusion à cette nouvelle façon des entreprises qui s'appelle accélérateur. Il y a un truc assez, des programmes assez innovateurs qui sont refaits d'ailleurs dans le secteur privé maintenant avec des initiatives comme Stratexio et autres. C'est effectivement un point majeur et une colonne vertébrale de l'ensemble de ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'un des problèmes aussi, on parlait de l'anglais, on parlait de la culture, on parlait aussi de technique, de management et d'autres. Une des grandes lacunes de l'entrepreneuriat français, c'est la formation des dirigeants. Et ce qui, en termes de formation dans des univers qui peuvent être anxiogènes parce que pas le quotidien, pas l'historique de l'entreprise, vont toucher notamment à l'international. Enfin, faire de l'international et de l'export, c'est transformer l'entreprise quelque part. Et dans cette logique-là, transformer l'entreprise, ça suppose qu'elle soit staffée des collaborateurs qui parlent des langues étrangères, que le dirigeant lui-même soit impliqué, bien sûr, mais pas tout seul, que ce soit un sujet de CODIR, un sujet de COMEX, qu'il ait un COMEX, et qu'il ait un CODIR, pas toujours, qui soit entouré avec un expert comptable capable de traiter les devises, un juriste capable de traiter des contrats dans des droits différents, enfin bref, qui constitue une task force autour de lui qui va sans doute toucher l'entreprise dans sa digitalisation, dans sa capacité, sa maturité à être présent notamment sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on n'en a pas parlé, mais adresser des marchés dans le e-commerce, encore une fois, sans avoir une animation digitale adaptée au pays et hyper offensive, y compris dans le B2B, y compris dans l'industrie, pas que réservé à l'e-commerce qu'on peut qualifier de traditionnel, ce sont des dimensions qui vont toucher toutes les composantes de l'entreprise. Le but de l'accélérateur que nous avons lancé maintenant depuis 3 ans, nous avons près de 400 entreprises accélérées, nous visons 4000, ce que Bruno Le Maire nous a demandé d'accélérer d'ici 2022, c'est demain, c'est de lever tous ces freins à la croissance. Alors c'est pas la banque publique qui va dire comment il faut faire. En revanche, nous avons construit des programmes avec des écoles de commerce, avec des universités, avec des sociétés privées, avec des conseillers divers et variés dans chaque domaine de compétences. Et nous réunissons des cohortes inspirées de la culture des startups que nous connaissons bien et dans lesquelles nous avons largement investi depuis 10 ans, pour irriguer cette culture, cette façon de travailler collaborative, en peer-to-peer, un peu entre entrepreneurs, en essayant d'apporter toutes les briques et toutes les réponses qui font que l'entreprise, au bout de 2 ans, elle est prête à faire x2, x5, x10. Donc c'est une espèce de clairefontaine d'entrepreneurs et dont nous allons décliner cette logique sur l'international avec en sortie sans doute, en logique d'alumni finalement, ceux qui ont déjà fait tout ce travail préalable, pour cette fois-ci se donner, après avoir fait ces 2 années, ces 2 ans, hein, c'est relativement long et impliquant pour le dirigeant, en sortir de ces 2 ans, se dire bon bah maintenant j'ai levé tous les freins, à l'international la stratégie est en place, on se donne 1 an et demi, 2 ans, et je veux passer de 20 à 50%, à 60% en chiffre d'affaires export. Je veux faire du M&A et m'installer en Allemagne ou en Espagne. Les Allemands, encore faut-il qu'ils aient envie d'acheter français. Et sur le... J'ai dit des choses au Hannover Messe, mais on peut pas, il y a la presse dans la salle, je peux pas tout dire. Où des entreprises françaises étaient même timides de dire qu'elles étaient françaises. Mais bon, sur le fond, il y a d'abord aussi une image à reconstruire. Il est là. C'est-à-dire, ce coq bleu de la French Fab, c'est le maillot, c'est un étendard, c'est le petit frère de la French Tech. On l'a réussi sur la technologie, on l'a réussi sur les startups, on le réussira sur l'industrie. Et quand vous êtes au Hannover Messe et que vous avez ce coq bleu qui était présent sur le stand français, il y a tous les Allemands, tous les Chinois, tous les Américains, qu'est-ce que c'est que ce coq bleu? Tout le monde en veut, tout le monde veut le Blue Rooster, tout le monde veut savoir mais pourquoi vous avez, qu'est-ce que ça raconte comme histoire. Donc on marque les esprits. Voilà. Donc ces accélérateurs en sont le témoignage. C'est le contenu de ce que nous proposons dans ces mouvements de French Fab, qui est la réunion de l'industrie française et que nous déclinerons dans d'autres univers, la French Touch, etc., pour porter cet étendard français. Mais on ne sera pas tout seul. C'est-à-dire que nos amis banquiers, nos amis investisseurs vont aussi se mettre dans cette logique d'accélération, dans cette logique de formation et d'accompagnement. Vous l'avez cité avec les hubs que vous avez à travers le monde. Cette capacité d'entraînement, c'est de l'open source pour des pays France. Il ne s'agit pas de faire à la place du marché, ne l'oublions jamais. La subsidiarité, quelque part, ça va peut-être choquer, n'a plus de sens dans le temps actuel. C'est la complémentarité et le levier avec le secteur privé qui est importante. C'est le modèle français en collaboratif, en emmenant avec une élasticité qui fait que quand la crise sera là,
tout le monde sera bien content que cette éponge à stress publique puisse absorber un maximum de risques sur les marchés pour maintenir les partenaires bancaires en situation de financer l'économie et les entrepreneurs, et inversement, aller plus loin quand la dynamique de croissance est là, en faisant davantage et en leverageant le risque. C'est ce que nous avons construit sur les différents modèles. Ce sera le mot de la fin. Le temps passe malheureusement et on aurait pu continuer comme ça la matinée. Merci infiniment en tout cas d'être